J'accueille Jean-Louis Etienne. Bienvenue, pardon, Jean-Louis Etienne. La journée est parfois un peu longue et donc on trébuche. Bienvenue, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Il est à vous, je crois que vous avez de très belles choses à nous raconter. Oui, je vais vous parler effectivement des régions polaires, mais surtout des océans et l'impact effectivement du réchauffement climatique sur les océans. Ça n'a échappé à personne que l'homme a pris le contrôle des espaces. Des espèces, vous regardez ces chiffres, c'est impressionnant. 38 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère en 2018. Seulement 200 millions de tonnes sont recapturées. Tout ça, tout le reste, c'est parti dans l'atmosphère. Alors on a toujours eu le sentiment qu'on pouvait envoyer dans l'atmosphère tout ce qu'on voulait, que c'était absolument géant, que ça partait dans le cosmos. Et en fait, non. Cette image-là, cette photo, elle est prise de la station spatiale. Elle illustre, si vous voulez, regardez cette petite fine trace bleue légère au-dessus de la planète. Ça, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. Si vous partez du centre de rotation de la Terre, avec Jules Verne, vous faites 6500 km et vous arrivez chez vous, 6500 km. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. Donc, vous voyez, tout ce que l'on envoie dans l'espace, on l'envoie en fait pas très loin, on l'envoie dans cette couche où ça se condense. En un siècle, la teneur du gaz carbonique est passée de 0,03 à 0,04. J'ai mis ces chiffres pour montrer qu'on est passé de 3 petits à 4. Tout ça pour vous dire que le CO2 dont on parle, qui est un peu usé en bouche, est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Et cette immensité, cette quantité de gaz carbonique qu'on a envoyé dans l'atmosphère a créé ce qu'on appelle le réchauffement climatique. La température moyenne de la planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. 1 degré en un siècle. Personne n'est capable de percevoir un réchauffement moyen de la température de 1 degré en un siècle. On en a fait un sujet de conversation populaire, on a perdu du temps. Ce n'est pas perceptible. Ce n'est pas parce qu'il fait froid en juin qu'on n'est pas dans un réchauffement climatique, on parle d'une température moyenne. Ce que nous apprennent les pôles, on fait ce qu'on appelle des carottes. On sort des échantillons dans l'épaisseur de glace en Antarctique ou au Groenland, et donc on analyse le contenu de ces carottes, notamment elles contiennent du gaz ancien, du gaz qui a été là au moment de la précipitation neigeuse. Et ces carottes nous apprennent, regardez, que la Terre a sa vie propre. Elle a connu des périodes chaudes, des périodes froides qu'on appelle glaciaires, interglaciaires, mais les pôles nous appellent quelque chose, regardez, tout à fait à droite du schéma, regardez cette accélération de la température moyenne et accélération de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Ça, c'est la signature de l'activité humaine. L'homme est responsable du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe sur les océans ? 93%, je ne mets pas beaucoup de chiffres, mais souvenez-vous de ça, 93% de l'excès de chaleur du réchauffement climatique est absorbé par les océans. Vous voyez, vous avez à droite l'Afrique, à gauche l'Amérique, et j'ai mis une flèche bleue avec marqué Alizé. Alizé, ce sont ces vents qui soufflent en permanence depuis l'Afrique, du nord de l'Afrique, vers la Caraïbe, vers la Floride, et ils poussent cette surface d'eau chaude. C'est pour ça que depuis toujours, en la Caraïbe, la Floride, il y a ce qu'on appelle des tempêtes tropicales. Tout d'un coup, il se met à pleuvoir, si vous voulez. Pendant 2-3 jours, il y a des orages, il pleut. On a l'impression que l'océan se vide de sa chaleur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cet excès de chaleur de l'océan s'accumule là-bas, vers la Caraïbe, vers la Floride. Et quand vous avez 50 mètres d'épaisseur d'eau chaude à 27 degrés, là, vous avez une bombe thermique, ça va faire des cyclones. Donc, voyez ce que disent les climatologues, il n'y en a pas davantage qu'avant, mais les tempêtes tropicales sont devenues des cyclones. Donc, il y a une aggravation du phénomène. Et le résultat, vous l'avez sur ces images-là, érosion des côtes. Pourquoi ? Parce que le niveau de la mer monte. Alors, il monte pour plusieurs raisons, au moins 3 raisons. Il monte parce que la chaleur fait que ça se dilate, tout corps chaud se dilate, donc l'eau de surface se dilate, donc le niveau monte.
les calottes polaires fondent. Et un autre truc, il y a au moins 10% qui vient des nappes phréatiques qu'on a pompées, des eaux usées qui repartent à l'océan. Donc tout ça, ce sont des conséquences, si vous voulez, de l'impact du réchauffement climatique sur les océans. Au niveau des régions polaires, vous avez cette plaque de glace qui est géante. Elle fait 47 mètres de hauteur, ce que vous voyez, et ça descend à 200 mètres dessous. Quand ça va se casser, ça va donner des icebergs. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la mer se réchauffe et le niveau monte. Donc vous voyez ce qu'on appelle ice shelf, vous voyez la surface ice shelf, c'est ce plateau que vous venez de voir, qui vient flotter sur l'océan. Ça se casse au bout régulièrement et ça donne, si vous voulez, des icebergs qui partent. Mais aujourd'hui, avec la chaleur de l'eau qui monte et le niveau qui monte, ça érode davantage. Et on assiste à l'heure actuelle à des fractures, si vous voulez, et une libération colossale de ces icebergs. Il y a une augmentation énorme des pertes de glace en Antarctique liées au réchauffement climatique. Ça, c'est en Antarctique. Et en Arctique, c'est-à-dire au nord, vous avez la banquise qui fond et vous avez ce qu'on appelle le vélage. Le vélage, c'est la perte énorme de glace au bout des glaciers. Alors, que faut-il faire? Urgence, deux urgences. Limiter les émissions de CO2 et accélérer la recapture. Pour ça, il faut être des consommateurs avertis. Nous avons chacun une capacité d'impact. Il faut que chacun soit efficace sur sa zone d'influence. Donc ça, ce sont des choses de la vie simple que j'ai mises là, que vous pouvez vous approprier et mettre en œuvre. Bien sûr, la bicyclette. Il y a une image que j'aime bien, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. C'est extrêmement simple. Ce sont des matériaux qui sont assez peu coûteux et la différence est colossale. On fait une économie d'énergie considérable et une qualité de vie à l'intérieur de l'habitat qui est intéressant. Là, j'ai mis une pompe pour capter l'eau. Vous savez qu'on va bientôt manquer d'eau, avec ces périodes de sécheresse importantes qu'il y a. Donc, si vous avez un toit, une petite maison, captez l'eau de pluie, vous en servirez pour le jardin, pour l'arrosage. Choisissez un électroménager qui est peu consommateur. J'ai mis en bas à droite là, un fou de l'achat. Soyez des consommateurs avertis. Mangez le plus possible des choses qui viennent de votre région, transport en commun, manger bio puis marcher. Tout ça, ce sont des choses de bon sens, économie d'énergie, énergie décarbonée. Et j'aime bien omnivore durable. Il faut manger de tout, mais d'une manière raisonnable. Et autre chose, bien sûr, mais qui est plus industrielle cette fois, ce côté-là, énergie renouvelable et stockage de l'électricité. Ça, ce sont des points extrêmement importants, des choses que vous connaissez, bien sûr, les énergies renouvelables éoliennes, la biomasse, la géothermie, la méthanisation des déchets, ça se fait de plus en plus et c'est très intéressant. J'ai mis à droite le photovoltaïque, faire de l'électricité, bien sûr, avec des panneaux solaires. Si vous avez une maison avec un toit, n'hésitez pas, investissez éventuellement à mettre des panneaux solaires. Mettez des panneaux solaires sur le toit, du photovoltaïque, achetez une voiture électrique, vous allez faire le plein avec le soleil. Ce sont des investissements qui sont intéressants, qui sont relativement vite amortis. Et j'en ai mis un autre qui est très peu utilisé en France. Vous voyez ces tubes verticaux qu'on voit là, c'est l'avant-dernière à droite, c'est du solaire thermique. Le soleil chauffe bien sûr, mais je vous donne un exemple. Vous allez au pôle Nord, vous êtes habillé en noir, il fait moins 25, comme vous êtes en noir, il y a du soleil bien sûr, le noir capte le rayonnement électromagnétique. Donc le solaire thermique, c'est extrêmement intéressant. On voit très bien que le tuyau d'arrosage, en général, l'eau au bout, elle est très très chaude parce qu'elle a capté le rayonnement. Donc utilisez le plus possible le solaire thermique, vous allez économiser pas mal d'électricité pour l'eau chaude. Alors on arrive au cœur du problème, c'est que nous ne savons pas recycler le gaz carbonique que l'on émet en excès. Nous ne savons pas recycler. Il n'y a que la nature qui sait le faire. La nature sait le faire par ce qu'on appelle la photosynthèse. Alors la photosynthèse, c'est la capacité qu'ont les plantes, et on peut accélérer oui, ça ne marche pas. Voilà. Oui, seule la nature est capable de recycler le CO2. Alors, c'est le vert, c'est le pouvoir de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la capacité qu'ont les plantes à se nourrir en regardant le soleil,
en prenant le gaz carbonique, ce fameux gaz carbonique que l'on veut soustraire de l'air. Avec le soleil, les en font du glucose. Les plantes, elles se nourrissent avec ça et elles nous libèrent de l'oxygène. Donc tous ces projets-là sont à l'œuvre à l'heure actuelle, le reboisement, stopper la déforestation, réhabilitation des sols. J'aime bien l'agroforesterie, c'est cultiver dans des espaces assez larges, si vous voulez, qui permet de mettre des arbres pour le futur sur des zones désertiques. L'arbre, ça capte l'humidité, ça fixe le sol, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité. Donc ça permet d'héberger toute une faune, si vous voulez, qui va défendre les cultures. L'agroforesterie, pour moi, c'est une façon de réconcilier l'agriculture et la nature. Il n'y a pas que les plantes au sol qui recaptent, si vous voulez, le CO2. Il y a l'océan. L'océan, à part égale, capte le CO2 qui est dans l'atmosphère. Vous avez ces petites herbes dessous, en bas, sont des herbes planctoniques, le phytoplancton. Et là-haut, vous avez le gaz carbonique qui est dissous dans l'océan. Le CO2 se dissout. Donc, vous voyez, l'océan joue un rôle fondamental dans la recapture du gaz carbonique que l'on émet en excès. Moi, je vais continuer les expéditions. Je vais étudier un océan particulier, qui est l'océan qui fait le tour de l'Antarctique. Donc, l'image que vous avez là, vous avez la tache noire qui est l'Antarctique. Pour vous donner une idée, c'est grand comme 28 fois la France, la tache noire antarctique. 28 France et vous recouvrez le tout de 2,5 km de glace moyenne. Et tout autour, cet océan qui fait le tour de l'Antarctique, c'est l'océan austral. On en parle à l'heure actuelle à la radio, à la télévision, parce que les marins du Vendée Globe viennent d'entrer dans cet océan austral. Donc, cet océan, il est loin, il n'est fréquenté que par les marins du Vendée Globe, de temps en temps les scientifiques bien sûr, mais il est tellement loin, tellement déchaîné qu'il est peu exploré. Et donc, nous avons décidé, avec une équipe de chercheurs, de scientifiques et d'ingénieurs, d'aller étudier cet océan parce qu'il est le principal puits de carbone océanique de la planète. Et pour ça, nous avons conçu le PolarPod. Alors cette image illustre bien la performance de ce vaisseau. Il a 80 mètres sous l'eau. Vous voyez le vaisseau que vous avez là, le PolarPod, ça fait 100 mètres de haut, ça fait 1000 tonnes. C'est une grosse structure. Il y a 80 mètres sous l'eau. Donc vous voyez bien qu'on est loin des vagues. On est pris par des eaux profondes qui vont stabiliser l'appareil. Et nous allons habiter dans cette cahute là-haut, qui fait 20 mètres de haut. Il y aura 7 personnes, 8 personnes, 3 marins et des scientifiques. Et donc, je le répète, nous allons étudier la performance de cet océan dans sa capacité à recapter le gaz carbonique. Donc, je travaille sur ce projet depuis 10 ans. Ça y est, c'est parti. C'est Yves Frémère qui va être maître d'ouvrage. Et nous partirons, quand il sera construit, en 2023. Merci Jean-Louis Etienne pour cet exposé passionnant. Je veux en apprendre tout de suite beaucoup plus sur PolarPod. Je ne saurais comment réagir si ce n'est citer quelqu'un que je viens d'entendre à l'instant qui me dit « ça a l'air complètement ouf ». C'est-à-dire que vraiment c'est quand même très impressionnant. Combien de temps doit durer cette mission? Alors cette mission va durer 3 ans. Parce que nous allons faire 2 tours de l'Antarctique. Alors le moteur, c'est le courant. C'est le courant circumpolaire qui nous entraîne. Donc la vitesse du courant, un demi-nœud, un nœud et demi par moment, voilà, ça devrait durer, on va faire 2 tours et ça devrait durer 3 ans. C'est quoi l'objectif? Vous nous avez dit on va étudier cet océan, mais très concrètement, quel genre eh bien, au fond, j'allais dire, d'expérience est-ce que vous allez faire? Alors, cette immensité d'eau froide, comme j'ai vu, c'est de l'eau froide, c'est autour de l'Antarctique. L'eau froide dissout le gaz carbonique davantage que les autres océans. Donc, c'est un élément essentiel de la machine climatique. On ne connaît pas la performance, la capacité de cet océan à absorber le CO2 par dissolution. Donc, quelle est sa performance dans la capacité à réguler la teneur en CO2 de l'atmosphère. Ensuite, vous avez vu, c'est un vaisseau profond. On n'a pas de moteur. C'est le moteur, c'est l'océan qui nous entraîne. Et en électricité, on a 6 éoliennes. On est un bateau silencieux. Donc, au fond, dans le fond, on va mettre ce qu'on appelle des hydrophones et des micros sous l'eau. Et on va écouter et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Tiens, ça c'est une baleine bleue, tiens un orque, tiens un manchot empereur, tiens machin, uniquement par acoustique. Donc le fait qu'on y reste 3 ans, 2 fois ou 4 saisons,
on va ramener un inventaire de la faune formidable. Vous allez écouter le chant du pôle d'une On va écouter, oui, le chant du pôle. Donc c'est un coin qui est très silencieux en matière d'impact anthropique. En fait, il y a très peu de... Ce n'est pas une voie navigable, il n'y a que les marins du Vendée Globe qui passent silencieusement et vite. Donc c'est un océan silencieux. Donc ce que l'on va entendre, c'est effectivement la faune qui se manifeste, qui cause entre elles. Cette zone, vous venez de le dire, elle est très peu naviguée, notamment parce qu'elle est assez dangereuse. On appelle ça les 50e rugissants. Oui. Cette structure a l'air à la fois massive et en même temps un peu fragile. Vous dites qu'elle n'a même pas de moteur. Comment est-ce que vous allez survivre pendant 3 ans dans les 50e rugissants dans cette structure qui flotte? Alors Alexandre, on ne peut pas survivre 3 ans, on va vivre. Ça me semble encore un meilleur programme, mais alors comment allez-vous le faire? Non, c'est comme un bateau de croisière, mais vertical, si vous voulez, quoi, hein. C'est un navire vertical. Donc il y aura 3 marins, c'est des professionnels, les 4 ingénieurs qui vont faire marcher tous les capteurs. On est un arbre de Noël de capteurs. Si vous voulez, il y a aujourd'hui 43 institutions de 12 pays qui nous ont mis des capteurs. Donc il va y avoir du travail pour toutes ces personnes. On habite là-dedans dans des bonnes conditions et je vous assure, c'est beaucoup plus confortable qu'un bateau. Pourquoi? Parce que cette image, elle illustre bien ce qui se passe. C'est qu'on descend à 80 mètres de profondeur. On est pris dans des eaux stables. Là où ça bouge, c'est la surface, c'est là où le vent et la mer se rencontrent. Ça fait des vagues, c'est ce qu'on appelle la zone de conflit. Donc c'est là-haut, si vous voulez, que ça bouge. Nous sommes pris dans des eaux profondes, stables. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous voyez, le treillis, les vagues passent à travers. Donc on n'est pas perturbé. Un bateau est posé sur la surface, c'est pour ça qu'il bouge. Nous, on est pris en profondeur. Donc, même dans les 50e, c'est un vaisseau qui va être très stable. Et nous avons fait des essais avec des maquettes. On a essayé ça à l'École centrale de Nantes, à Ifremer, à Brest, bien entendu. Et c'est un vaisseau qui est certifié, hein, certifié par ce qu'on appelle le bureau de certification, Veritas, par la Commission de sécurité des navires. Et donc, comme il y a des gens qui vont travailler à bord, on nous a demandé de faire une étude du mal de mer. Ben, c'est beaucoup plus confortable qu'un bateau. Ce qui nous rend malade en mer, c'est ces mouvements verticaux comme ça. Il est très stable, il bouge à peine. Il y a là-haut, on appelle mouvement de lacet, des petits trucs comme ça qui sont apparentés. Vous voyez, quand vous allez au bar, au TGV par exemple, de temps en temps, vous avez des choses comme ça, 0,3G. Donc c'est un vaisseau qui offre des conditions de vie tout à fait confortables. Vous nous le disiez à l'instant, vous serez plusieurs dans ce vaisseau. Est-ce que c'est une mission au long cours? Vous-même, vous allez passer 3 ans dedans, ou est-ce qu'il y a une rotation en fonction des expériences? Oui, non. Non, je ne vais pas passer 3 ans dedans, je vais y passer un peu de temps parce que ça m'intéresse, quoi, hein. Et les équipages seront relevés tous les mois ou tous les 2 mois. Donc on va avoir un bateau avitailleur. Et ce bateau avitailleur, il partira du port le plus proche, de l'Afrique du Sud, de la Réunion, de Kerguelen, de l'Australie, avec des enfants en droit, de la Nouvelle-Zélande, voilà. Et donc, régulièrement, l'équipage sera relayé, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas rester... les marins sont habitués à partir en mer pendant 2 ans, et encore une fois, ce sont des conditions de mer qui sont difficiles, mais qui sont assez maîtrisées avec cette structure-là. Une petite parenthèse, la commission de sécurité, qui est extrêmement exigeante, ainsi que le bureau Veritas, nous a demandé d'affronter la vague cinquantennale. La vague cinquantennale, c'est la plus grosse vague dans un demi-siècle. Personne ne l'a vu, vous voyez. Donc aujourd'hui, on a des ordinateurs, des simulateurs, des algorithmes, et l'ordinateur nous a sorti une vague de 38 mètres de haut. Entre le creux et la crête, 38 mètres. Donc nous avons dû faire une maquette spéciale pour pouvoir simuler l'impact de cette vague. C'est une tempête qui dure 3 heures. Et la vague de 38 mètres passe toutes les 18 secondes. Personne ne l'a jamais vu, mais c'est ça le progrès, si vous voulez. De temps en temps, c'est les ordinateurs, ça s'appelle l'intelligence artificielle, qui nous a inventé une vague de 38 mètres, et nous devons faire face. Et vous y êtes prêt? On est prêt. Ce qui va se passer, on le sait, on l'a simulé. Le polar pod se couche comme ça, et puis se redresse. Alors, vous nous disiez étudier cet océan parce qu'il est peut-être l'un des principaux puits au monde de CO2, oui. Vous allez essayer de voir dans quelle mesure son équilibre est affecté. Dites-nous-en un peu plus sur, non pas juste la cartographie marine, mais vraiment très précisément ce que vous analysez dans cette eau. On analyse les gaz qui sont à la surface et le gaz dissous qui est dessous.
Ça permet effectivement de voir la transition entre l'atmosphère, donc le CO2 contenu dans l'atmosphère, et sa dissolution dans l'eau de mer. C'est une mesure qui est importante parce que, vous voyez, ceux qui font les simulations du climat futur se nourrissent effectivement d'évolution d'une multitude de capteurs qui sont un peu partout, de gaz, de température, d'une multitude de capteurs. Sur cette zone-là, on a déjà des informations. La France ramène des informations entre La Réunion et Kerguelen, le Marion Dufresne qui fait régulièrement cela. Mais il y a très peu d'autres et c'est une période limitée. Là, le fait que nous y passions 3 ans en permanence aux 4 saisons va permettre de dire, tiens, mais l'océan austral, il a cette capacité, il joue ce rôle-là dans la régulation du climat. Il y a ça. Et deuxièmement, il y a ce courant aussi que nous allons étudier. Le courant, c'est ce qui fait que l'univers océanique se brasse et donc il joue lui aussi un rôle important sur le climat. Donc c'est une mission très climat et très biodiversité par l'inventaire de faune qu'on va faire. On dit souvent qu'on connaît mieux la surface de la Lune, que nos fonds marins, c'est une forme de terra incognita. Si on poursuit cette métaphore, ça veut dire que Polarpod devient l'ISS polaire, et donc par extension, vous êtes le Thomas Pesquet des pôles, où il est le Jean-Louis Etienne de l'espace. Est-ce que c'est pas mal. Ouais, ça tient comme bien. Analogie? Oui, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est qu'effectivement, on fonctionne comme la station spatiale, comme l'ISS, au sens où il y a peu de monde, beaucoup de capteurs qui sont relayés régulièrement. Ensuite, deuxièmement, on va être en orbite autour de l'Antarctique. Vous voyez, c'est le courant qui nous entraîne. Et donc, on va se situer en orbite autour de l'Antarctique. Donc, il y a une analogie. La différence, c'est qu'on est en pesanteur, c'est-à-dire qu'on a une vie normale par rapport à ce qu'a Thomas Pesquet, qui doit éviter d'ouvrir les plats sous peine que les petits pois partent dans l'atmosphère. Alors, vous avez pris l'habitude dans vos précédentes expéditions de partager votre quotidien, vos découvertes avec des classes, donc avec des jeunes Français et des jeunes Françaises. Est-ce que là aussi ce sera le cas? Polarpod sera connecté aux salles de classe de France? Alors, si vous voulez, quand vous êtes sur le terrain, vous avez une légitimité. Hein, on voit le succès qu'a eu Pesquet dans l'espace, où il a utilisé, entre guillemets, il a exploité sa position privilégiée dans l'espace, qui est très attractive, pour passer une multitude d'informations. Et là, c'est pareil, je le sais d'expérience, ça fait longtemps que je fais des expéditions et des projets pédagogiques. Quand vous êtes sur le terrain, vous avez l'écoute, hein, même si c'est les scientifiques qui font la mesure et qui quantifient ce qui se passe. Mais le dialogue en direct, parce qu'aujourd'hui, on peut faire du temps réel quasiment depuis les 50e, avec des classes, avec le public, ça permet de faire des projets pédagogiques qui sont attractifs. Je suis plus attractif, entre guillemets, si vous voulez, que l'enseignant qui est dans la salle. Je suis le gars qui est sur le terrain là-bas qui parle, donc ça a un côté toujours attractif et ça permet... Nous avons des enseignants qui travaillent avec nous, qui décortiquent l'ensemble de la mission et qui vont dire aux différentes classes, en fonction du programme, vous pouvez travailler sur le Polarpod, sur tel et tel sujet, sur le climat, sur la biodiversité, sur les courants marins, etc. Même sur la littérature, on va être Jules Verne, si vous voulez, quoi, hein. C'est Jules Verne aujourd'hui, j'adore. Nous avons beaucoup de commentaires, ils sont tous extrêmement élogieux. Nous avons Shiba qui à l'instant nous dit qu'elle est impressionnée par le tel projet. Il y a une question très pratique qui nous vient. Comment est-ce que tout ça va trouver son énergie? Comment est-ce que vous allez alimenter le Polarpod? Oui. Alors donc, comme je le précise encore, le Polarpod n'a pas de moteur de propulsion. Il se déplace avec le courant circumpolaire et nous avons 6 éoliennes. Alors sur cette image, il y en a 3, mais nous aurons 6 éoliennes de 3 kW chacune et qui produiront l'électricité dont on a besoin. Et on a 2 packs de batteries qui stockent cette énergie électrique. Et donc nous serons autonomes en énergie. En plus, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas tout faire marcher en même temps en fonction de la quantité d'énergie accessible. On va pouvoir faire tel ou tel programme. C'est-à-dire qu'on sera totalement autonome en énergie et en déplacement. C'est une campagne zéro émission avec un habitat qui est très bien isolé, c'est important. Dans le secteur, il fera entre 2 et 5 degrés, vous voyez, en hiver un peu moins, mais on est sur l'océan, on n'est pas sur le continent antarctique. Donc c'est un habitat qui est extrêmement bien isolé,
Donc il y aura des conditions de vie très, très agréables, confortables. Je le rappelais tout à l'heure, ce n'est pas votre première exposition d'ailleurs, non, aux terres polaires, ni même expédition dans ces terres polaires. Elle est très impressionnante, mais est-ce que vous pourriez partager avec nous ce qui reste pour le moment, en tout cas, votre souvenir le plus marquant de ces aventures polaires? Qu'est-ce qui vous a le plus ému? Est-ce que c'était lorsque vous étiez seul à pied dans ces immensités blanches ou est-ce que c'était en ballon? Qu'est-ce qui vous a le plus ému dans toutes ces campagnes? Ce qui m'a le plus ému et marqué, c'est l'expédition en solitaire au pôle Nord que j'ai faite en 1986. En 1986, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, donc c'est une intensité dans la solitude, si vous voulez. C'est un confinement polaire, on va dire. Ça a duré 2 mois, ça me dépassait complètement. Au début, c'était épouvantable, tellement la banquise était chaotique et abîmée. J'ai eu moins 52 le 3e jour au départ, donc il y avait toutes les raisons de se barrer. En fait, j'avais ça qui me tenait à cœur, et j'ai résisté à la tentation de l'abandon. C'est ça que j'aime à dire, si vous voulez, à ceux qui nous écoutent. Résister à la tentation de l'abandon, persévérer dans ses choix, surtout quand on a quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur et que vous ne terminez pas, si vous abandonnez, ça s'appelle une frustration, vous voyez. Et donc j'ai résisté à cette tentation de l'abandon, et l'arrivée au pôle, ça a été une libération colossale, un moment d'une intensité rare, comme j'ai eu dans mon existence. Et ce que j'aime bien de dire aussi, c'est que ce parcours vers le pôle, en fait, il est un pas de plus dans un parcours personnel. Moi, j'ai commencé comme tourneur-fraiseur en apprentissage. Je n'avais pas les notes pour rentrer en 6e, vous voyez. Donc j'ai fait ça, puis tout d'un coup, j'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai aimé la scolarité, j'ai aimé les maths. Donc on m'a dit, mais ce gars, il peut passer le bac. Puis j'ai fait médecine, puis j'étais interne en chirurgie. Parce que quand on est tourneur-fraiseur, on est bon en orthopédie. J'ai fait ça. C'est ça que je veux dire. C'est que aller sur la voie de ses rêves, même si le chemin est difficile, parce que c'est comme ça qu'on se réalise. Et c'est évident que cette expédition au pôle Nord, elle me tenait à cœur. J'ai essayé en 85, j'ai échoué. J'ai réussi en 86. Ça a été un grand moment rare comme on a l'occasion de s'offrir dans la vie. Donc persévérez sur la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile. Eh bien écoutez, nous en tout cas, nous aimons vous écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons une magnifique expédition de Polarpod. Je vous donne rendez-vous aux prochains Electric Days pour que vous puissiez nous raconter ce que c'est de vivre là, sous l'eau, dans les 50e rugissants.